Bonjour, Merci de m'accueillir chez toi, ici à Lyon. avec plaisir. Merci beaucoup de participer à ce podcast. Mhm. Et puis, si tu es d'accord, on commence directement. Ouais, ça marche. Eh bien, j'aimerais par la première question que tu te présentes. Qui es-tu, s'il Ok. te plaît? Eh bien, je suis Sophie Bazy pour mon nom de naissance et Stobaz pour le pseudo artistique. Mhm. Actuellement, je suis sur Lyon. J'écris des textes de théâtre contemporain. Mhm. Donc, je me considère comme auteurice parce que personne non binaire. Et initialement, j'ai fait une carrière de musique au Conservatoire de Lyon. Et j'ai découvert le théâtre il y a 2 ans et ça a été un gros coup de cœur. Donc à Marseille et à Lyon. Et aujourd'hui, je monte un projet avec mon texte qui s'appelle Trouve-toi un mari fragile. Mhm. Et où j'ai découvert ce que c'était que mettre en scène et, avec des amis comédiens et danseurs. Et donc voilà, pour l'instant, mon actu, c'est ça à Lyon, quoi. Mhm. Et tu n'es plus dans... Parce que je sais que tu travailles aussi dans la pharmacie. Oui. Ça, c'est fini, tu es tourné la page. Non, je suis docteur en pharmacie sur Oui. papier. Effectivement, vu que j'ai plutôt tendance à perdre de l'argent sur mes projets artistiques qu'en Mhm. gagner. Enfin, je parle pas de la scène parce que j'ai aussi un projet qui s'appelle Stray de musique rap analogique avec ma binôme Rachel. Ça marche bien et on n'est pas dans une professionnalisation, donc on a des cachets ponctuellement, mais Mhm. on n'a pas l'intermittence, quoi. Et quand je dis que je perds de l'argent, c'est que sur mes projets théâtre, je m'engage sans compagnie, donc sans moyen officiel de rémunérer Mhm. mes comédiens, à ne pas leur faire perdre d'argent pour les déplacements, etc. Mhm. Donc en général, Oui, tu les dédommages quand même voilà, c'est de ça. ta poche. De ma poche, Ouais. je prends quand même la peine de les payer. Mais la pharmacie me permet quand même de vivre, donc je suis intermittente en pharmacie. Mhm. Et je travaille en général l'été jusqu'à octobre et ça me permet d'avoir quand même des revenus très confortables pour la suite. Ça marche. Voilà, ma double casquette, effectivement. Mhm. Alors, deuxième question. Quelles sont tes principales qualités? Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Alors, les qualités ne sont pas nombreuses. Mhm. En tout cas, j'estime que c'est important d'avoir de l'autocritique sur soi si on veut se permettre d'avoir des démarches critiques sur le monde en général. Donc en fait, c'est aussi ça qui m'amène à être analytique et à essayer de cerner, plus on vieillit, plus on ressent aussi nos effets un peu nocifs. Mhm. Et je dirais que sans être en qualité ou en défaut, j'ai globalement une tendance à être très franche dans mes échanges avec les gens, très Mhm. sincère. Mais en parallèle, ça m'amène à être très alors pas offensive, mais très réfractaire à tout ce qui est de l'ordre de l'hypocrisie, voilà, les gens qui Brosser dans le sont... bon sens du poil. Ce Ouais, genre la de... politesse, le politiquement correct, alors vraiment Mhm. ça c'est pas du tout mon credo. Et donc l'authenticité, oui, c'est des choses que je recherche énormément chez les Mhm. gens autour de moi et que j'ai naturellement, donc j'estime que Mhm. ça peut être quand même un point Mhm. positif dans ma personnalité. Après, on parle des défauts aussi dans la question ou pas forcément? C'est plutôt... Écoute, je te laisse libre, Ok. mais c'est plutôt ce que tu aimes chez toi. Ouais, ok. Mhm. Alors, cet esprit, je dirais, combatif, Mhm. aller de l'avant, des fois, c'est peut-être des fuites en avant parce que j'ai une fâcheuse tendance à déménager. J'avais fait le compteur la dernière fois, j'étais à 13 fois en Ah! 3 ans. Mais C'est pour un ça, bon j'aimerais chiffre. bien connaître ton âge parce que j'ai fait le même calcul. Je dis, ah oui, quand même, ça fait une moyenne de tous les 2 ans. Eh ben, j'ai 31 ans là. Mhm. Mais il y a eu une période entre mes 27 et mes 30 où j'ai pas arrêté de bouger, aussi parce que c'est c'est compliqué au niveau des dossiers immobiliers pour moi parce que j'ai pas de garant, donc ça c'est Mhm. très logistique, mais ça m'a emmené dans des sous-locations la plupart du temps, Mhm. qui sont limitées dans le temps, et du coup ça me dérangeait pas de me dire j'ai une valise, j'ai le minimum d'affaires, et tous les 3 mois je Mhm. bouge d'endroit, et c'est une sorte d'aventure et de voyage, même dans la même ville en fait, ça Mhm. marche. Donc j'ai un rapport avec beaucoup de quartiers qui est assez personnel et dans lequel j'avais mes Mhm. routines et que j'ai aussi adoré parce qu'il y avait cette échéance, tu vois. Mhm.
comme ce truc de vas-y à fond, rencontre tout cet esprit local maintenant, parce que dans 3 mois, t'es plus là. Il y a des chances. Donc aussi une grande faculté d'adaptation, j'imagine. Ah ouais, effectivement. Même presque cette addiction à la nouveauté, parce que m'adapter, c'est presque essentiel, quoi, pour ma survie et pour me sentir stimulée, inspirée. Et d'ailleurs, depuis que je suis stable ici dans cet appartement, en couple, et ben, je ressens le besoin tous les mois de partir presque une semaine toute seule dans une autre ville pour me dire je connais rien, je perds mes repères. Voilà. Petite piqûre encore là de changement. Ouais, carrément. Parce que là, ça fait combien de temps que tu es installée stablement ici? Stablement, c'est pas énorme en fait, hein, c'est depuis janvier, ouais. Mais tu le ressens comme je le ressens comme stable, ouais, parce que je suis bien dans ma vie, je me sens sereine aussi sur plusieurs plans. Et c'est la première fois que dans un appart qui est quand même pas énorme, à 2, j'ai décidé, assumé de prendre toutes mes affaires, c'est-à-dire y compris mon atelier d'art qui demande de l'espace parce que j'ai des valises remplies de peinture, remplies de... Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ça, mais le côté peintre et plasticienne qui a été là pendant un temps. Et j'ai pas de lieu de créa pour pouvoir salir, mettre mon goudron et faire mes toiles, mais en tout cas j'ai rassemblé tout, alors qu'avant j'avais 3-4 garages chez des amis qui hébergeaient mes affaires pour que je puisse justement bouger rapidement d'un moment à l'autre, quoi. Et tu as eu un sentiment un peu de complétude quand tu as tout rassemblé ou pas du tout? Bah je crois que le chaos est pas assez présent. Trop rangé. Ouais, je fais attention à ça parce que trop d'ordre, c'est quelque chose qui marche pas pour moi, Ça marche. Donc combativité, esprit critique, authenticité, franchise, grande faculté d'adaptation, c'est bien, tu vois, je pense qu'on peut, on pourrait encore. L'humour. Oui, l'humour aussi. C'est cas qui va avec le mien, donc beaucoup d'humour. Troisième question, ou tu veux ajouter une qualité? Non, ça va, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans et de la vie? Alors je crois que là ça me donne envie de parler de qu'est-ce qui est dedans, dehors, l'intériorité, l'extériorité, et moi ce que j'aime c'est effectivement la plasticité entre j'ai un pied dedans, j'ai un pied en dehors, c'est-à-dire que j'appartiens à aucun groupe en soi. Par exemple j'ai beaucoup fréquenté les milieux queer très jeune, adolescente, c'était des endroits qui m'attiraient, ils étaient peu nombreux à Lyon à cette époque aussi, il y a 10 ans quoi. Et j'ai remarqué, mais tard, là c'est récent, à 30 ans, les failles aussi que portaient ces endroits-là en termes de, on se dit safe, on se dit différent, on se dit hyper solidaire en intra-communautaire. Et en fait, quand on creuse un peu ou qu'on se confronte à des relations amicales, amoureuses, voilà, moi j'ai un peu tout essayé. Dans les queers, on peut aussi tomber sur des personnes qui ont des violences, qui ont des héritages un peu négatifs. Et du coup, ça m'a permis de décrédibiliser, désacraliser aussi toutes les croyances, tu vois, que je portais sur ce milieu incroyablement parfait et différent et qui va à l'encontre du système, parce que c'est aussi, je pense, ce qui m'a beaucoup attirée. L'idée d'être à contre-courant, de ressembler un peu à personne dans la population. Et en étant déjà moi-même dans une minorité sexuelle de genre et en étant lesbienne depuis mes 19 ans, je me sentais rassurée d'avoir des gens qui étaient sur justement des non-curiosités à cet endroit-là. C'est évident, on est différent, on n'a même pas besoin d'expliquer pourquoi ni comment, et on s'accepte en fait. Il y avait quand même cette chose-là rassurante. Et donc je me dis que dans la vie, ce que j'aime, c'est rester un peu impliquée, pas trop. Ce qui crée aussi une notion avec l'engagement qui est très particulière, parce que j'ai du mal à me dire c'est parti pour un projet seulement, avec telle personne seulement, sans pouvoir me rétracter, tu vois. C'est comme l'idée d'avoir toujours une sortie possible, une sortie de secours qui soit facilement visible, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ce mouvement dedans-dehors, comme tu l'as dit. Ouais, d'être, je pense, très intense quand je suis dedans. Et aussi très intense dès que je ressors, parce que je me rends compte des fois de ce que j'ai investi de trop et des fois les attentes que ça génère par rapport à en face.
ce que je viens de donner comme énergie. Moi, la moitié de l'année, je suis très disponible de mon temps et de ma créa parce que j'ai envie que ma vie ressemble à ça. Mais si c'est pas synchro avec les dispos des personnes avec qui tu collabes, moi ça me crée des waouh. Et du coup, heureusement que j'ai mes projets en interne parce que j'ai l'écriture qui est une production qui se fait seule, que ce soit pour les chansons ou pour mes livres. Et après, le plaisir de le collaborer et de le partager une fois que c'est prêt et que moi j'ai eu le temps de m'écouter sans influence en fait. Je serais pas capable d'être dans une structure dans laquelle on met beaucoup de lignes à respecter parce que je vais clairement me dire l'autorité c'est que acceptable quand je gagne beaucoup d'argent et que je suis pharmacienne. Ok, il y a un patron et je sais pourquoi, mais dans la vie en général sinon c'est pas possible. Les rapports de pouvoir justement ça me dérange beaucoup. Tu as une petite réaction épidermique? Oui, tout à fait. Est-ce que tu as trouvé un sens à la vie? Waouh. Bah justement pas. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'être en perpétuelle disponibilité pour explorer, se questionner. Et j'ai l'image un peu d'une forêt devant laquelle s'il y a un arbre qui pousse, un seul, qui cache du coup la forêt, moi je me sens trop en repère, je me dis bah il y a mon arbre, là c'est bien, on est à l'ombre, on est en connexion l'un avec l'autre, on pourrait se complaire dans ça, tu vois. Mais je vois pas là où je peux aller me perdre, la forêt dans laquelle il peut faire sombre, tu perds tes repères, ton sens de l'orientation, et moi je trouve que je puise mes réponses que dans les moments où je suis complètement paumée. Donc je pense que le sens à ma vie, il est encore une fois dans le chaos et dans la notion du désordre, et un peu une sorte d'espace vaste en fait, une sorte d'espace vierge et vaste au sens où il y a de l'infini, puis il y a de la vacuité, et donc on part de rien et on repart sur des bases qu'on peut renouveler en fait. C'est pour ça que je considère que évoluer dans le temps aussi avec l'âge, etc., c'est hyper intéressant parce que dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir été plusieurs personnes, vraiment. Encore aujourd'hui, je pense que sur l'espace d'un mois, je peux être plusieurs personnes et plusieurs identités. Et parfois avec une impression de contradiction entre ces différentes identités. Ouais, tout à fait. Oui, il y a une sorte de dissociation dans ce qu'on peut ressentir intérieurement et ce qu'on veut laisser percevoir au monde aussi. Cette image de soi, c'est valable aussi dans la scène. Moi, ça m'a beaucoup questionné de vouloir faire de la scène alors que je venais pas de la scène mais musicale et instrumentale, donc dans laquelle je plaçais pas tant mon corps, ni ma voix, ni ma présence et mes mots. Et il y a eu tout un rapport à l'autre où je me suis dit, est-ce que c'est pas quelque chose qui est dans la séduction, qui est dans un retour de compliments, de ce qu'on attend justement de c'est bien, c'est beau, c'est harmonieux, et en fait il y a ce personnage en moi qui se veut charismatique à tout prix parce que on a envie d'être aimé en fait dans une certaine forme. Pour moi l'art c'est ça en fait, c'est d'attendre aussi une connexion avec les gens et se sentir protégé par ça. Et en même temps, vu que je suis torturée dans ma tête, si les gens vont sans cesse me dire c'est bien, on retombe dans le politiquement correct, et alors là je m'ennuie mortellement. Donc il me faut aussi des gens qui soient capables d'ailleurs, moi d'être durs. C'est toi qui juge là déjà, parce qu'on te dit c'est bien, pour toi c'est politiquement correct, alors que ça peut être tout à fait franc et honnête. Oui. Mais c'est ces deux choses-là. Si tu sors d'un concert et que tu as des avis hyper constructifs, parce qu'il y a aussi un détail, un niveau de détail qui te permet de dire la personne là, elle est sincère et précise, et pour moi ça gagne en valeur, on va dire, tu vois. Alors quelqu'un qui va juste être tout le temps à tes concerts et tout le temps te dire c'est génial, j'ai moins besoin de ça, globalement. Voilà. La torturer. Ouais, carrément. En un mot, qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes et que tu regardes le monde dans le passé, aujourd'hui et à l'avenir? Eh ben, récemment, j'ai découvert que je devais être assez banale finalement. Parce que je pense que de par mes privilèges déjà, mon éducation, le confort aussi que j'ai reçu
enfant, etc., matériel, je parle, on va pas rentrer dans les détails psychologiques parce que là c'est autre chose, mais j'ai fait partie d'une classe moyenne socialement, donc j'ai quand même pu avoir accès à plein de choses, des études longues, double cursus avec la musique. Et en ça, j'ai eu l'impression de me construire un peu dans les élites, on va dire, en me disant, bon, bah, t'auras ta place, tu vas forcément faire des choses bien parce que on t'a donné un bagage qui est hyper fourni et dans lequel, en fait, c'est même pas moi-même qui en avais conscience, mais quand tu te heurtes au monde et aux autres types de référentiels que les gens ont, tu te rends compte de la chance que tu as et de toutes les ressources qui sont à ta disposition. Donc je me suis dit, je vais forcément avoir une vie géniale, hyper riche, etc. Et on va dire que ça a plutôt marché. Au collège, j'étais quelqu'un de populaire. Au lycée, j'étais la nana, effectivement, sympa, rigolote, qui avait toujours la pêche. Et j'ai toujours fait beaucoup de sport aussi, donc une énergie débordante. Et là, récemment, à 30 ans, bah, tu vois autre chose. Tu vois aussi comment tu dois dealer avec tes démons, avec ces vulnérabilités-là qui apparaissent alors que sans doute elles étaient déjà là depuis longtemps, mais que tu as pu compenser avec de l'énergie de jeunesse, quoi, en fait. Et là, je réalise que j'ai des choses à traiter avec plus de calme, plus de patience vis-à-vis de moi-même. Et je pense à une amie avec qui je fais de l'escalade régulièrement qui m'a dit il faut qu'on se lâche la grappe, quoi. Parce que aussi dans cette éducation qui semblait privilégiée sur tous les plans, il y avait aussi une telle attente de rigueur et d'excellence que c'est resté quelque chose que j'avais besoin de contrôler. Et lâcher un de mes arts, la peinture ou la musique ou l'écriture, je me disais je vais pas accepter fatalement de devoir prendre une décision et de laisser tomber un truc. Et là, avec beaucoup plus de patience, j'arrive à me dire, bon, tu peux pas tout faire. Et avoir une vie amoureuse et une vie sociale. Et puis continuer dans performer dans 3 arts tout en restant pertinente. C'était un moment où on se rend compte qu'on est dans l'effleurement et que, bah non, ça marche pas, quoi. Voilà. Ça marche. Et pour le monde ? Pour le monde. Comment je vois le monde, bah, c'est là où pour moi il y a de la violence en fait, il y a beaucoup de... Enfin, je vais pas rentrer dans les détails politiques ni actuels, mais moi je suis insomniaque en fait, tu vois, le soir je m'endors et je suis dans l'anxiété, c'est très intense en fait, c'est le moment où il fait noir, où moi je redeviens une petite chose, un enfant, quoi, et j'ai des pensées qui me mettent pas vers des très bonnes conclusions en fait. Liées à l'état actuel du monde. Ouais, et puis comment dire, jauger, se rendre compte, prendre conscience de ce que les humains sont capables de faire aussi. Là je parle aussi de mes expériences personnelles, mais l'aperçu du monde, et là c'est malheureusement aujourd'hui virtuel, médiatique, les écrans, l'info qu'on a. Moi je choisis de suivre des médias comme Mediapart ou des sources indépendantes d'information, et je me dis mais en qui on peut avoir confiance. Et chaque année il y a une révélation très sale en fait au sujet d'une personne qu'on a pu aduler, des réalisateurs dans le cinéma, enfin c'est des trucs scandalisants. Moi récemment il m'est arrivé aussi des trucs personnels dans le milieu de l'édition à Paris, donc je me suis dit donc en fait même entre nanas on peut se tirer dans les pattes, même il y a de la concurrence partout, et du coup il n'y a plus que le talent en fait. Il y a l'argent, il y a comment t'es placé déjà dans une famille qui t'en présente une autre, et les deux sont bien placés, donc on reste dans cet entre-soi protégé. Tout me semble un peu corrompu, tu vois, en fait. Et c'est pour ça que, encore une fois, j'aime me retirer et voir ça de loin, en me disant en fait ce qui se passe de plus important, c'est mes amis, c'est ceux-là que je connais, qui me connaissent, avec qui on fait des repas comme hier où on a regardé des conneries YouTube toute la soirée en se disant bah voilà, nous on a besoin de décompresser, donc on va manger du poulet et on va... Donc non, on n'est pas végétarien, voilà, c'est très bien, ça nous rend heureux quand même, et voilà, de plus s'enclencher des culpabilités, être féministe, être écolo, et puis en plus végé, et puis ne pas faire d'enfants, et puis merde, au bout d'un moment, moi j'ai besoin de faire mes petites bêtises aussi, tu vois, pour que ça marche. D'être toi.
Ouais, c'est ça. D'accepter aussi qu'on n'allait pas ressembler à ce qui est attendu aujourd'hui parce que tout change et qu'il faudrait Est-ce qu'il y a une grille de lecture même pour les lesbiennes dans cette case, etc. Ouais, ouais, carrément. Oui. Voilà. Est-ce que tu pourrais lire la citation, s'il te plaît? Donc, guerrilla girls, qui sont des activistes féministes en Amérique. Et je t'ai demandé de la lire en portugais parce que tu es d'origine portugaise, que tu maîtrises bien la langue et que, comme on en discutait tout à l'heure, moi j'aimerais bien répandre le message en différentes langues. Donc, avec plaisir. O mundo precisa de uma nova arma, bomba de estrógeno. Solta-a em ditadores, oligarcas, ultranacionalistas, fundamentalistas, gangsters, patriarcado, diretores executivos de todos os lugares. Eles irão baixar suas grandes armas, abraçar-se, desculpar-se e eliminaram o racismo, misoginia, homofobia, transfobia, islamofobia, negação climática e desigualdades de renda. Quer que o mundo seja um lugar melhor? Faça a bomba de estrógenos. 7e question, Sto. Qu'est-ce que cette œuvre t'inspire? Alors, effectivement, la notion de bombe, c'est quelque chose pour moi d'assez violent. Parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs même toujours, j'ai peut-être eu des moments de doute, mais globalement, sur la continuité, je considère ne jamais avoir été trop radicale dans ma façon d'être politique, en fait. Je suis pas quelqu'un qui descend dans la rue, je fais pas les manifs, je sais que ça pose question ce genre de position quand on est dans les milieux gauchos, militants et qu'on se bat pour des choses très importantes. Mais en fait, j'ai pas envie de m'obliger aussi à un certain grégarisme, un certain je vais dans la rue, je sais même pas trop pourquoi, mais je suis mes copains et je fais un peu comme eux et on se sent bien comme ça. Pour moi, il y a un petit truc un peu confortable aussi de placer ses névroses à soi dans la lutte collective. Et des fois, je trouve que ça noie un peu le poisson au sens où on oublie d'être dans une vision un peu individualiste et de traiter déjà ce qu'on peut faire à notre échelle. Je dis pas du tout que c'est pas important qu'il y ait collectivement un mouvement et c'est hyper important, mais moi, je me sens pas à l'aise déjà dans les grands groupes, dans l'esprit de gueuler. C'est une façon pour moi de procéder qui n'est pas unique en fait déjà. Et déjà pour moi d'être artiste, d'écrire, d'avoir des temps de réflexion sur le monde, sur ce que j'ai envie de dire, même si c'est parler de soi, de l'intime, ça devient politique pour aussi quelque part être lu par des gens qui pourront s'identifier, qui liront ces messages en se disant ah, moi j'ai pas le courage, je peux pas écrire. Il y a des gens qui se diront toute leur vie je sais pas écrire, je vais pas écrire, je vais pas peindre, je sais pas peindre. Et ben moi j'ai pas fait d'études ni dans l'un ni dans l'autre, ni de formation ni rien, et j'ai pas pour autant ce silence en fait à partager. Au contraire, j'ai beaucoup de bruit à l'intérieur et je me dis ce bruit là c'est aussi une forme pour les autres qui une fois qu'elle prend une forme assez construite évidemment et réfléchie et ben c'est magnifique ce qui peut se passer, notamment avec ma dernière pièce de théâtre que j'ai fait jouer à Marseille en mars. Il y a eu un gros malaise parce que la pièce est violente et que pour moi c'est une manière de placer des choses qui sont une grosse claque en fait. Et c'est très confrontant même pour moi, c'est stressant parce que je me dis les gens qui vont venir s'asseoir ce soir dans la salle vont pas passer un moment très sympa, tu vois. Enfin, je pressens et je le sais que ma pièce est pas simple à digérer, tu vois. Et ça parle des violences éducatives, donc la plupart des gens qui sont des parents qui sont dans le public vont se sentir un peu visés. Et je parle en gros d'une fille qui a quand même subi beaucoup d'humiliation, de critiques, de rabaissement de la part de ses parents, qui eux-mêmes ont une histoire très cruelle en fait, et donc on peut comprendre d'où ça vient, mais en tout cas à quel point ça peut se perpétuer en fait dans les générations.
la notion de violence banalisée, surtout de dire c'est normal, en fait, ici c'est comme ça, et partout ailleurs, tu crois que l'herbe est plus verte, mais tout le monde s'en est plein la tronche. Et non, en fait, je vois très bien comment adultes, des personnes peuvent être un peu plus équilibrées que d'autres si elles ont reçu quand même de quoi se construire de façon saine, tu vois. Et donc ce soir-là, à Marseille, il y a une grosse partie du public qui est partie, mais au moment du noir final, le public a disparu. La porte s'est ouverte, les gens sont sortis. Et je me suis dit, bon, il y en a peut-être qui vont fumer des clopes, d'autres qui ont besoin un peu de respirer. Elle dure 1 heure environ, donc c'est pas non plus très long. Et en fait, non, il restait 2 personnes dans la porte. Donc il y avait 30 personnes assises et 2 qui sont restées. Et tu as eu des échos, enfin des retours après. C'est ça, j'ai eu un écho notamment d'une femme qui était très touchée, très bouleversée et qui s'est livrée comme si on était déjà intime en fait. Sur son histoire à elle avec sa mère, parce que là pour le coup j'ai essayé aussi de montrer que ok féminisme, ok patriarcat, mais il y a aussi des violences entre femmes qui existent, on en parle beaucoup moins. Moi je fais beaucoup de recherches actuellement là-dessus avec une association à Lyon qui s'appelle Elis, qui donne des conférences et qui propose aussi des groupes de parole dans lesquels des personnes qui s'estiment victimes de violences en tout genre, que ce soit sexuelle, sexiste ou familiale, peuvent venir discuter, échanger entre elles. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait très peu de structures qui étaient informées. Il y a un seul bouquin qui a été édité, en tout cas, et qui est sur le marché, qui parle de ces sujets-là. Et pour moi, c'est précieux, si tu veux, de réussir à avoir un vrai échange sur 30 personnes dans mon public que 29 waouh, machin, génial, et où moi, j'ai pas eu l'impression d'être utile, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Et si je reviens à la bombe à oestrogène, est-ce que tu peux me refaire un lien entre... parce que j'ai un peu oublié. J'ai écarté, je me suis écartée moi aussi, je crois. Mais oui, le lien entre cette violence que tu mets en scène et la citation avec la bombe à oestrogène. Ah oui. Alors, dans la citation que j'ai lue là, effectivement, je pense que le monde a besoin de cette nouvelle arme pour bouger des inégalités, bouger un état un peu de complaisance, où la femme est censée se rabaisser, etc. Mais je pense qu'il y a à mettre sur le même niveau plein d'autres luttes. En fait. C'est ça, les violences banalisées dont tu parles. Ouais, exactement. Pour moi, le lien. Femmes aussi. Voilà, exactement. Il y a pas que les milieux qui se prétendent être les plus bienveillants et sécuritaires. Et même une féministe n'est pas une personne impeccable dans sa tête. Je veux dire, sinon on voudrait dire qu'une féministe doit être parfaite et du coup on l'en redemande encore trop à chaque fois. Donc moi je suis plus dans un état du acceptons-nous tel qu'on est sans... En fait il n'y a même pas besoin de trop de discuter et je pense qu'il y a... En fait pour moi descendre dans la rue c'est ces mêmes inefficacités, ça change pas là-haut en fait. Là où ils font ce qu'ils veulent en fait, c'est ça qui est un gros problème. Il faudrait toucher le haut de la pyramide pour pouvoir dire qu'on a fait une bombe, qu'elle soit œstrogénique, qu'elle soit testostérone, qu'elle soit animale, peu importe, ou végétale, tu vois, on est si petit en fait par rapport à cette merde qui se produit actuellement autour de nous. Donc moi il y aurait quand même ce rapport à l'impuissance qui me perturbe énormément, et même si j'étais... armée de tous mes copains, copines dans la rue, je me dirais quand même, mais putain, on sert à quoi en fait? Il y a encore plus de flics dans la rue, encore plus de contrôle, plus de sécurité. C'est un peu fatal comme point de vue, mais j'assume de dire je sais pas ce qu'il faut faire. J'ai l'impression qu'il faut faire beaucoup plus que ce qui se passe là, parce que sinon c'est ridicule et c'est petit. Et en même temps, ce ridiculement petit, il a permis de faire des avancées. Il n'y a que comme ça en fait. Voilà, donc je suis un peu perplexe. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Eh bien... Venez voir ma pièce de théâtre. Tu nous donnes des dates? Oui, alors sur Lyon, on va faire une lecture-performance le 13 juin à la librairie Assoir.
Et là, je viens d'être a priori sélectionnée. Il y a encore besoin de valider tout ça, mais pour un format captation. Donc on a fait une petite vidéo de la pièce vraiment condensée, avec une partie improvisée, parce que j'aime beaucoup les comédiens avec qui je travaille, sur la thématique des violences éducatives. Et on va être diffusé dans une prison. Du coup, ça a été un travail différent, où on va dire que j'ai orienté les comédiens, la direction d'acteurs, j'ai voulu qu'elle soit un peu plus sérieuse, on va dire officielle, parce qu'on avait des gros moments de délire, des gros moments de danse un peu machiavélique. Enfin, c'était un peu la liberté que j'avais prise sur la scéno. Et en fait, là, je me suis dit, bah, si c'est adressé quand même à des personnes qui sont en maison d'arrêt, il faut adapter pas le contenu, mais la forme, pour qu'on soit quand même crédible aussi auprès de ces personnes qui ont un quotidien clairement pas simple, j'imagine. Et donc c'est quand même une très bonne nouvelle pour moi, parce que je me dis, c'est des gens tellement invisibles et on les sent tellement loin de l'accès de nous. Enfin, si on n'est pas personnellement lié à la personne qui part en prison, on se dit vite, c'est une partie, c'est comme un cimetière en fait, hein, une prison, pourtant il y a des gens dedans, quoi. Et là, ça me permet d'avoir une sensation artistique, d'être en lien avec de ces gens invisibles. Donc je me dis que c'est quand même que c'est beau, quoi, que c'est une chance. J'ai été très heureux de pouvoir participer à ça. Voilà, donc c'était l'actu de mon projet. Donc voilà, le 13 juin. Le 13 juin, ouais, prochaine lecture. Sto, merci d'avoir participé, de m'avoir reçu. Bah, merci à toi, vraiment, pour ta confiance. Oh, bah non, c'est réciproque. Et à la prochaine. Ouais, carrément. Clap de fin. Salut.